Bonjour, David Fonkinos. Je vous souhaite la bienvenue dans ce pays qui est au bout du monde. Et je vais vous dire une petite chose. Peut-être on peut commencer par là. Dans votre roman Vers la beauté, une fille part faire le tour, une amie, un personnage secondaire qui part faire le tour du monde à la recherche d'un travail et d'un homme. Ah oui. Le narrateur affirme qu'elle trouvera l'un ou l'autre, peut-être en Chine ou au Chili. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai? Alors, et vous, que voudriez-vous trouver chez nous? Ah, c'est une bonne question. Bah, j'ai déjà un travail, donc quoi, je vais trouver l'amour ici au Chili, c'est ça? Je sais pas. Écoute, grâce à mon copain Fernando, hier on est sortis, on a essayé d'aller au Mascara, mais c'était trop tôt. Donc peut-être ce soir, plus tard, je vais aller danser. Et qui sait? Qui sait? Peut-être des nouvelles aventures au Chili. En tout cas, je suis très content d'être là. C'est absolument merveilleux. J'étais déjà venu une fois à Santiago. Et je n'avais pas, tout le monde m'avait dit il faut aller à Valparaiso. Et je n'avais pas pu y aller à l'époque. Et donc là, c'est magnifique de pouvoir découvrir cette ville. On s'est promené hier dans les ruelles, sur les hauteurs. C'est absolument magique. Et tout le monde m'a conseillé aussi de boire l'alcool. Comment ça s'appelle? Pisco sour. Voilà. Pisco. Bien sûr. Mais ça, je garde ça pour ce soir. Non, pour l'instant, j'ai bu que du vin. Ouais. Donc voilà. L'amour, l'alcool. Le pisco sour. La beauté. Mais ils vont vers très bien la beauté, ensemble. voilà. Le pisco sour et l'amour, ils vont bien ensemble. Ah bon? Oui. Et parce que vous, quelle est votre expérience par rapport à ça? Alors, je suis une femme grande, j'ai beaucoup d'expérience. Donc vous faites de l'amour que sous alcool? Non, pisco sour, pas l'alcool. C'est une grande promesse ce soir. Je vais en boire beaucoup alors. Mais demain, j'ai une autre rencontre demain. Ah oui. Donc il faut que je sois encore en forme. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être si nombreux parce que j'ai reçu beaucoup de messages de lecteurs chiliens et chiliennes sur Twitter ou sur Facebook. Et c'est vrai que c'est toujours très émouvant pour un auteur. C'est une chance incroyable pour moi d'être traduit un peu partout dans le monde et de voir c'est magnifique pour moi, c'est émouvant. Moi, j'étais pas du tout issu d'un milieu littéraire. Il n'y avait pas de livre chez moi. J'ai commencé à écrire, comme tu l'as dit, après une opération du cœur. Mais jamais je ne pouvais penser qu'un jour je serais publié. Jamais je pouvais penser qu'un jour je serais traduit. Jamais je pouvais penser qu'un jour je serais à Valparaiso pour vous rencontrer. C'est absolument magique pour moi. Et c'est vrai que le grand basculement dans ma carrière, ça a été la publication de La Délicatesse. Et aussi le film qu'on a fait avec l'actrice Audrey Tautou, qui est très connue dans le monde entier avec le film Amélie Poulain. Et c'est vrai que ça, je sais qu'en Amérique du Sud, le film aussi a été un grand succès. Mais bien sûr. Et c'est magnifique. Et tu parles du livre Lennon, on m'en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas qui. Tu parles du livre Hacia la bellezza, qui est un livre très douloureux. Qui est difficile et pourtant c'est le livre dont on me parle le plus maintenant. Vraiment? Et ça me touche beaucoup. Voilà. Moi j'ai toujours écrit des livres très différents les uns des autres. Ouais. Certains avec de l'humour, d'autres avec de la gravité. J'ai toujours essayé de faire des choses différentes et c'est magnifique de pouvoir être lu ici au Chili. Peut-être que mes livres marchent parce que peut-être ils sont bien traduits aussi. Hein. Oui, très bien. Une fois j'étais en Allemagne et mes livres ont beaucoup de succès en Allemagne et il y avait un homme qui était dans la salle et qui s'est levé et qui m'a dit bonjour monsieur Fuenquinos, je suis le père de votre traducteur. Je voulais vous dire que vos livres sont très bien mais ils sont encore mieux en allemand grâce à mon fils. Donc c'est vrai que quand on a la chance d'être traduit, voilà, moi je pense aussi au traducteur. Carla, qui est aussi une écrivain et qui est traduit en français, Oui. c'est vrai que voilà, c'est aussi important d'avoir
Absolument. les messagers de son travail. Et ma traduction française, c'est mieux que mon écriture en espagnol. Ah, mais alors tu me conseilles de lire. Ah bah, de toute façon, je peux pas le lire en espagnol, donc. Non. Alors. Et alors, l'amour. Ah bon, l'amour. Oh, on va parler de l'amour. On va parler de l'amour, bien sûr, on va parler de l'amour. Mais on va parler beaucoup de choses aussi. Et j'aime beaucoup le titre qu'on nous a donné, non? Vers la beauté des relations. Je pense que c'est parfait. Et vous mettez dans vos histoires des relations difficiles, compliquées, douloureuses, parfois même ordinaires, et que vous cherchez la façon de trouver ce qui est beau, ce qui pourra nous sauver de l'oubli, de la haine et de la banalité. Et c'est incroyable parce que de certaine façon, vous réussissez toutes les fois. Même si c'est tragique, dans vos romans, vous réussissez à prendre ça, à faire ça. Est-ce que vous vous considérez comme un optimiste? Moi, je suis un peu un dépressif de bonne humeur. Donc, je suis très optimiste et en même temps, non, mais les deux en fait. Je trouve qu'on fait tout le temps des allers-retours entre la gravité, la légèreté, l'optimisme et le pessimisme. J'aime bien avoir les deux mélangés. Pour moi, c'est vrai que comme tous les gens qui ont été gravement malades, après on a un rapport plutôt joyeux à la vie. On a un rapport de survivant à la vie. Et donc c'est vrai que j'ai écrit des livres très différents, Absolument. les uns des autres, Absolument. mais tous ont un point commun, qui est ce goût de la vie et ce retour à la vie. Exactement. Et c'est vrai que finalement, le titre « Vers la beauté » symbolise tous mes livres. Parce que Je pense. mon but principal, c'est d'aller chercher la beauté. Et la beauté, chacun a sa propre définition de la beauté. Ça peut être le visage de quelqu'un, ça peut être un paysage, ça peut être un lieu de culte. Peu importe, chacun a sa définition de la beauté. Mais d'aller chercher en permanence ce qui nous console, ce qui nous apaise, ce qui nous fait du bien, cette façon de cicatriser la vie par la beauté, c'est vrai que c'est au centre de tous mes livres. Y compris dans mon livre Charlotte, puisque c'est c'est une femme extraordinaire qui a créé pour se sauver de la douleur. Donc, moi, partout, là, c'est vrai que je suis très, très, comment dire, optimiste dans ma façon d'essayer de toujours voir le meilleur de chaque situation. Quand je vais ici à Valparaiso, je vais regarder tous les détails qui vont me plaire plus que ce qui ne va pas me plaire. Plus. Voilà. Plus. Je vais plutôt penser à la beauté des maisons plutôt qu'à ma peur d'avoir pris le comment on appelle ça, le funiculaire pour monter, ouais, quoi. Pour monter Voilà. que l'autre part. Ça, je crois que je pourrais jamais plus le prendre de ma vie. Hein. Alors, Mais Fernando m'a dit pas de problème, il n'y a aucun risque. il n'a aucun risque, non, il a été là-bas. Donc voilà, je me souviens, j'aime bien aussi me souvenir souvent, on est tellement dans un monde, on est tout le temps parasité par la noirceur, parasité par le négatif. Ouais. Je trouve que c'est un travail qu'on doit faire, c'est d'aller chercher toujours l'élection de la beauté. D'aller même dans ses souvenirs, aller rencontrer le meilleur de ce qu'on a pu vivre. C'est parfait pour moi. Bon, bah merci. Alors, très bon après-midi, c'était très sympa. On va boire maintenant. Oui, parce que ma prochaine question, c'était qu'est-ce que c'est le baume de la beauté? Qu'est-ce que c'est quoi? Le baume, on dit? Le baume, c'est quoi le baume? L'essence, le baume. Allez, oui, d'accord. Mais vous avez dit, c'est chercher la beauté au quotidien, non? Mais il n'y a pas de possibilité de définir la beauté. C'est-à-dire, ici, chaque personne présente, et d'ailleurs, ça serait génial de vous demander à chacun, mais bon, là, on en a pour toute la journée, mais chaque personne présente a une définition de la beauté. Et d'ailleurs, j'adore l'idée qu'on peut, par exemple, chacun voir une œuvre d'art et ne pas du tout avoir la même émotion par rapport à cette œuvre d'art. La beauté, c'est vraiment l'absolue subjectivité. Absolument. Et donc, je crois beaucoup, en tout cas,
c'est quelque chose qui peut vraiment, consoler. Je crois beaucoup en ça. Moi aussi. Bon, alors on est fait pour s'entendre. Moi, absolument, absolument. Voilà. Mais ton mari est là, il nous regarde. Non, il n'est pas mon mari, hein, c'est mon amoureux. C'est pas la même chose. Oui, ton amoureux est là. Alors, en continuant de la beauté, et je trouve que dans vos romans, il n'y a pas seulement la beauté qui soit un refuge, mais aussi la création. Et par exemple, je vais parler un petit peu de vos romans. Et Camille, la fille abusée du roman Vers la beauté, s'échappe de sa dualité en peignant. Même aussi Charlotte Salomon, l'artiste qu'on a parlé, assassinée à Auschwitz en Charlotte. Et j'ai entendu dans un de votre entretiens que vous n'arrêtez jamais de travailler, d'écrire, de travailler. Est-ce que pour vous, la création, c'est un refuge aussi? Oui, la création et d'une manière générale, la culture, l'art. Moi, je sais que j'ai beaucoup écrit sur ce thème-là, sur l'idée que la création ou le rapport à la culture peut vraiment non seulement nous sauver, mais nous apaiser, nous permettre justement de nous consoler. Et ça, c'est quelque chose de très personnel, c'est-à-dire que moi, quand j'étais gravement malade, quand j'étais à l'hôpital, c'est vraiment la rencontre avec les livres, avec la littérature, qui m'a complètement permis de m'échapper de ma condition. Et donc, en ce sens-là, c'est vrai qu'au-delà de la création, la nourriture émotionnelle, la nourriture de sensualité que peut représenter les livres, la peinture, la musique, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Et quand j'étais à l'hôpital, on était en 1991. Vous avez 16 ans. Ouais, parce que je suis quand même très vieux maintenant. Et très, très vieux. Très vieux. Ouf. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'internet, pas de Instagram, pas de Netflix. Donc peut-être que si j'avais été malade maintenant, je serais devenu dentiste et pas écrivain. Parce que à l'époque, vraiment, les livres ont changé ma vie. J'ai commencé à lire et à avoir besoin des livres. Et après, la création, c'est autre chose. Parce que la création, c'est aussi une introspection. Ouais. Et donc, ça peut développer aussi ses névroses. On peut aller chercher aussi beaucoup de choses en nous. Moi, je n'écris jamais sur moi. Oui, je me suis rendu compte. Je n'écris jamais sur moi. Et pourtant, je pense que quand on lit mes livres, on me connaît entièrement. À la manière de Flaubert, Madame Bovary, c'est pas moi. Ah, à la manière de Flaubert, oui, c'est vrai. À la manière de lui, non? Oui, Flaubert s'est beaucoup inspiré de moi, effectivement. Madame Bovary, c'est moi, je pense que... Oui, mais ça, je pense que tous les écrivains sont dans tous les personnages. Oui, oui. On est Madame Bovary partout. Ouais, on est Madame Bovary, ouais. Ouais. Et... Charlotte, c'est moi. Oui. Je suis sûre. Et en parlant de la création, je vais vous demander quel est le rôle du doute dans la création? Le doute est toujours présent. Et heureusement. Moi, je trouve qu'un écrivain qui ne doute pas, je m'inquiète un petit peu. Je sens que le chemin n'est pas très bon. Moi, ce que j'adore dans la création, c'est qu'on alterne en permanence des moments de doute, où on a l'impression d'être médiocre, et puis des moments où on a l'exaltation de se dire qu'on est en train d'arriver à faire quelque chose. Et je pense que la création, c'est un aller-retour permanent, sans cesse, entre le doute et la certitude. Ouais. Et je crois d'ailleurs que moi, j'aime bien les personnes dans la vie qui ont comme ça ce mouvement permanent entre deux capacités contradictoires. J'aime bien les gens qui peuvent être à la fois forts et faibles. J'avais écrit dans La délicatesse que Nathalie était un
un aller-retour permanent entre la force et la faiblesse. J'aime finalement l'idée qu'on puisse se composer ainsi, en étant un combat incessant entre deux choses contradictoires. Et Donc moi, écrivez quand aussi. j'écris, un jour je me trouve génial, Oui, et puis un autre jour je me trouve nul. oui, Et je pense que je suis un peu les deux. oui. Oui, oui, oui. Mais si quelqu'un n'aime pas mes livres, je lui dis « Ah, je comprends tout totalement ». Ok, alors, c'est quoi? C'est Mais après, par contre, je ne lui parle plus jamais. Hein. fini. Voilà. Non, non. Tu m'aimes ou non? J'aime être aimé quand même. Oui, bien Ouais. sûr. Et quel c'est le rôle de l'obsession et du chagrin? Parce que le chagrin, je suis très intéressée parce que je me rappelle quand je commençais à écrire, il y avait un professeur qui m'a dit « Tu jamais seras une écrivaine ou écrivain parce que tu es trop contente. » Oh, c'est stupide de Qu'est-ce dire que ça. vous pensez de ça? Ah non, c'est stupide. Il a dit ça, il a dit Il a dit, Tu il a ne dit. seras jamais un écrivain parce que tu es trop contente. Ouais. J'adore cette phrase. Moi, je trouve que pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai besoin de mettre du bonheur, j'ai besoin de mettre de la joie. Et en même temps, je suis complètement mélancolique. Je suis complètement traversé par la tristesse par moments. Au fond, c'est toujours la même chose. On a besoin comme ça. L'un nourrit l'autre. Ouais. C'est parce que j'éprouve du chagrin que je peux comprendre le bonheur. Ouais. Et c'est parce que j'ai éprouvé du bonheur que je peux subir le chagrin. Donc on a besoin des autres. Ouais. Moi, je trouve que... Moi, j'ai très envie de lire Carla, parce que j'ai très envie de lire des écrivains joyeux et souriants. J'en ai marre des écrivains déprimés tout le temps, qui parlent avec le poids du monde. La littérature peut être aussi comme ça, une exaltation de la vie. Ouais. Je suis complètement d'accord. Et Mais l'obsession? ça n'empêche pas, Oui. comment dire, moi, il y a beaucoup de douleur dans mes livres. Oui. On va parler de ça. Parfois aussi, moi je fais des interviews, des émissions, je parle avec beaucoup de légèreté, je ne cherche pas à paraître intelligent ou cultivé, parce que j'ai pas besoin de paraître. Non. Moi je sais où est ma culture, je sais où... Je pourrais tout à fait maintenant commencer à parler très sérieusement de la littérature, et puis vous allez tous vous endormir. Oui. Exactement. Je voulais vous demander une question, mais vous avez déjà dit. Je voulais demander, parce qu'il y a beaucoup d'humeur dans votre roman, beaucoup d'humeur. Et moi, j'étais en train de lire à l'aéroport, et je riais. Tu te rappelles? Comme ça. Ça m'arrive jamais. Et je voulais vous demander si l'humeur c'était inhérent, c'était à vous, mais je le vois que oui, vous avez de l'humeur. On l'a vu, ou non? L'humour. Ou c'est pas inhérent. L'humeur. Mais l'humour. Pardon. Ouais, l'humour. Humour. Est-ce que... Humour. Qui traduit là? C'est l'homme ou la femme? C'est un homme ou une femme qui traduit? Un homme? Un homme. Ok. Alors, il a compris humour? Non, humour, c'est bien. Non, mais c'est génial. C'est la première fois de ma vie qu'il y a 2 traducteurs. Ah. Ouais. C'est un duo traducteur. Vous allez voir la femme après. Il a de l'humour. Pour moi, l'humour... Alors, est-ce que vous connaissez... Alors, c'est une formule française qui est que l'humour est la politesse du désespoir. L'humour est la politesse du désespoir. Et j'adore cette formule, parce que pour moi, l'humour, c'est une façon de combler le vide, c'est une façon comment dire, de masquer finalement ce désespoir.
Et donc, faut se méfier des gens qui ont de l'humour. Qui n'ont pas. Non, oui, ils sont souvent très, très déprimés quand même. Hein. Absolument. Oui. Ouais. Mal. C'est vrai. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour moi, c'est très important. D'ailleurs, mes premiers livres sont essentiellement des livres d'humour. Et petit à petit, j'ai commencé. Mon premier grand succès, c'est La Délicatesse. Parce que c'est vrai que c'est un livre qui a beaucoup de légèreté, de fantaisie et d'humour, mais il y a un sujet central qui est grave, puisque c'est l'histoire d'un deuil. C'est l'histoire d'une femme qui perd son mari. Et pour moi, j'ai le sentiment d'avoir trouvé mon écriture et ma voix quand j'ai réussi à faire rencontrer l'humour et la gravité. Donc j'adore finalement les sujets qui peuvent être à la fois tragiques et comiques. Mon dernier livre, je pense que je vais en parler demain, Oui. Numéro 2, c'est l'histoire de celui qui a failli être Harry Potter, qui a été numéro 2. Pour moi, on est parfaitement dans un sujet qui est absolument risible, qui est très drôle. Imaginez quand même le destin de celui qui a failli être Harry Potter. Il voit partout l'autre et ça le rend fou. Et en même temps, voilà, c'est un sujet absolument dramatique. Donc j'aime bien chercher, moi, les situations qui comportent les deux. Les deux. Mais les pitons. l'humour est partout. Je vais vous raconter un exemple, par exemple, dans mon livre Les Souvenirs, qui s'appelle donc en espagnol Los Recuerdos. Je parle à un moment donné à Paris d'une professeure qui fait une dépression. C'est vrai que c'est un métier difficile et au bout d'un moment, voilà, elle fait une dépression. Elle ne peut plus aller au travail. Et c'est un sujet que j'aborde sérieusement. C'est une situation difficile. Et donc, en France, à Paris, il y a des cliniques pour les professeurs en dépression. La mutuelle, voilà, de l'éducation nationale a comme ça des cliniques. Seulement pour les professeurs. Oui, enfin c'est la mutuelle qui s'occupe de soigner les professeurs. Ok. Et donc, on est dans un sujet difficile. Et quand j'écris ça, je me renseigne sur Internet sur ces cliniques-là. Et c'est une vraie histoire. À Paris, les deux cliniques sont les cliniques Camille Claudel et la clinique Vincent Van Gogh. Les deux fous. Donc, l'humour est partout. C'est parfait. C'est complètement absurde. Ouais. Vous allez soigner une dépression à la clinique Vincent Van Gogh, qui est peut-être un génie de la peinture, mais il était complètement fou. Ouais. Donc partout, même je vois l'humour partout, ou la bizarrerie ou la cocasserie. Pour moi, c'est exactement comme s'il y avait une clinique pour les accidentés de la route qui s'appelle clinique James Dean. C'est pareil. Donc l'absurde est partout, tout le temps. Donc moi, j'ai le sentiment que même quand j'essaye d'être sérieux, la vie m'empêche d'être sérieux. Ouais. C'est incroyable parce que moi, Mais j'ai partout, jamais trouvé. vous voyez toutes les situations. Vous voyez George Bush qui parle à la télévision à propos de l'Ukraine, et il dit, c'est à propos de Poutine, il dit, c'est pas bien d'envahir l'Irak sans raison. Yeah. Vous avez vu ça ? Ouais. Vous allumez la télévision, il y a toujours des choses complètement absurdes. Ouais. C'est extraordinaire. Non, c'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je me rappelais qu'il y a une anecdote d'un dictateur aussi au Chili que peut-être vous avez entendu, qui s'appelait
Pinochet. Bah Non. oui, quand même, j'ai entendu. Hein. Bon. Je bois de l'alcool, mais je suis pas un culte. Moi, J'ai de l'humour, mais je connais un peu l'histoire. Bon. Non, qui était Pinochet, je ne sais pas. No sabé. Non, bon, alors. Pas du tout. Ah, Pinochet, c'est un acteur. Exactement. Comique. Parce qu'il y a une phrase qu'il a dit que c'est tellement incroyable, vous vous rappelez, il a dit, on est au but de l'abysme, alors on doit faire un pas avant. Ok, Vous génial. vous rappelez de ça? Oui? Je vais mettre cette phrase dans mon prochain livre. Oui. Ok. Oui, la symbolique est extraordinaire de cette phrase. Extraordinaire. Bien sûr. Bon, alors on va parler de l'humeur. Et vous pensez quoi de Pablo Neruda? Ah non, mais c'est pas moi c'est moi qui t'interviewe. Ah toi. d'accord. Mais J'aime beaucoup. Ah oui? Toi non? Non, bien sûr. Moi, je l'ai beaucoup étudié à l'école. Oui. Mais on m'a raconté l'histoire de... Oui, de l'abus et tout ça. Oui. Mais Est-ce que ça... moi, je suis pas par la cancellation du tout. Ok. C'est ça que vous voulez entendre? Oui, non mais... Non. D'abord, demain, je vais parler de ça en parlant de J.K. Rowling Ok. aussi. Ok, non, je suis pas par la cancellation Non, mais du je tout. voulais savoir si... parce que c'est quand même quelqu'un de très très important. Ah ouais. Moi, quand j'étais à l'école en France, on lisait toutes les semaines en cours d'espagnol des poèmes de Pablo Neruda. Et je voulais savoir si justement c'était très important ce mouvement de modification de vision ou c'était juste quelques personnes. J'espère que c'est juste que quelques personnes. D'accord. Vraiment, vraiment, vraiment. Dans tous les... Bon, Mais c'est intéressant, pour moi je trouve qu'on est vraiment dans notre époque. J'ai étudié là, j'ai étudié Sénèque. Oui, Sénèque. Puisque je travaille sur Sénèque un petit peu pour mon prochain livre. Et je voyais que beaucoup de gens disaient oui, il s'était mal comporté, il faut plus lire Sénèque. Je pense que là on parle de la poussière d'un homme. La poussière. Même Borges. Borges? Borges, parce qu'il était très, très, très gauche. Non, droite. Il était très droite. Et ils ont essayé de le consoler. Mais ils ne sont pas réussi. C'est bon, là, en Borges. tout cas, mon but dans la vie est réussi. Mon but, c'est de canceller tous les autres écrivains. Petit à petit. Et il ne faut alors plus lire Borges, plus lire Sénèque, plus lire J.K. Rowling, plus lire Neruda. Et donc voilà, lisez Fuenquinos. Exactement, on lit à soi-même. Non. Moi, j'ai juste, à moins, sauf si je bois trop ce soir. Ah bon, l'humeur, vous voyez? Non, mais c'est vrai qu'on est non, c'est un sujet intéressant, mais on en parlera une autre fois. Ouais. Absolument. Non, absolument. Mais je veux revenir à vos romans. Il y a on va être sérieux maintenant. Oui. Ok? D'accord. C'est bien? Oui. Ok. Et je veux parler de l'abus. Abus, on dit? Abus ou abus. Comment? Abus. Abus, oui. Abus. Oui. Abus. Et dans les deux romans qui sont mes références, Les séparations et Vers la beauté, et il y a un traitement du même sujet, que c'est l'abus, non? Oui, surtout dans Vers la beauté. Hein. Oui. Mais oui, surtout. Mais dans Nos séparations, c'est intéressant, c'est un livre qui n'a pas été encore traduit, mais il va être traduit. Moi, je veux le traduire, parce que j'aime. Non, mon éditeur espagnol veut le traduire. Ici, c'est un succès. Ça serait un succès. Ah bah, tu le diras à Maria parce qu'elle veut, je le dis le à traduire. Maria. Je le dis. Non, mais Non, Maria, elle veut. Non, ça sera un succès ici. Alors, il y a ce caractère, c'est Fritz. Et c'est un caractère masculin qui est victime de Céline Delamarre.
Et elle est la directrice d'une maison d'édition qui abuse des stagiaires. Oui, elle est maîtresse plus tôt qu'amante, elle domine et possède son gigolo dont elle détruit le mariage. Et c'est un sujet qui n'a pas été tellement traité dans la littérature. Je me réfère à l'homme abusé. Pourquoi selon vous? Est-ce que c'est à cause de la pudeur des romanciers masculins? Bon, d'abord, j'ai écrit ce livre il y a très longtemps, donc je ne m'en rappelle pas. Vous vous rappelez de l'essence? Pour moi, c'est vrai que non, j'ai pas. C'est un thème que j'ai abordé par rapport à ces personnages-là, Oui. et par rapport à la jalousie qui m'intéressait, c'était la jalousie qui peut vous conduire à agir d'une manière malveillante. C'est un thème qu'on trouve aussi dans mon livre Dos Hermanas. La jalousie très violente. L'idée que c'est très difficile d'aller mal, mais le plus difficile, c'est de voir le bonheur des autres. On va parler de ça. Et ça, c'est un thème que j'aime bien. L'idée que le bonheur des autres rend fou. C'est les sœurs aussi. Et voilà. Et on est dans une société où on a accès au bonheur des autres avec les réseaux sociaux, et ça accentue comme ça le degré de jalousie. Mais le vrai thème de l'abus sexuel, et même de l'agression sexuelle, c'est le thème central de Vers la beauté. Oui, c'est ça ce que je voulais. Et ça a été très bizarre pour moi parce que, alors, je vais pas raconter cette histoire centrale du livre, parce que quand on lit le livre, ça arrive tardivement, et j'ai pas trop envie de raconter le livre pour ceux qui ne l'ont pas lu. Non. Mais moi, j'ai écrit ce livre à un moment plutôt difficile de ma vie, et je ressentais comme ça la douleur de cette jeune femme. C'est un livre qui faisait écho à Charlotte, mon autre livre, voilà, sur une peintre. J'avais le sentiment qu'à travers le personnage de Camille, dans Vers la beauté, j'étais encore un petit peu avec Charlotte. Absolument. Et donc les deux livres se répondaient. Oui. Et c'est un thème... Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je ne suis pas journaliste. Je n'enquête pas. J'ai pas interrogé des femmes qui avaient vécu ça. J'ai simplement essayé en tant qu'écrivain d'écrire, de ressentir les choses. Et c'est vrai que je reçois maintenant beaucoup de messages sur ce livre-là, parce que c'est presque le personnage pour qui j'ai ressenti le plus de force et d'empathie. Et j'avais l'impression qu'elle existait. Ouais. Mais ce qui a été très étrange pour moi, c'est que j'ai écrit ce livre en 2017. Et 3 mois avant de MeToo. Voilà, c'est ça. Oui, alors... Voilà. Et j'ai écrit ce livre, enfin j'ai fini en 2017. Et dès que j'ai fini le livre, il y a eu la vague MeToo. Ouais. Et c'est vrai que je n'aurais pas pu écrire le livre après. Ouais. Parce que on aurait pensé que on est en plein dans la vague sur les correct. Voilà, sur les agressions, sur la parole des femmes suite aux violences, et on aurait pensé que voilà, j'écris sur ce qui se passe sur la mode. Et j'ai écrit avant, et j'ai été très surpris de ressentir que c'était un thème très important pour moi. À vrai dire, il y a l'autre thème qui est très important dans le livre, c'est la culpabilité. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment l'agression, mais ce que j'évoque plus, c'est la culpabilité de ceux qui n'ont pas pu empêcher les choses. Et pas l'agresseur, l'agresseur, non. Il ressent non, pas rien. l'agresseur, mais ce qui m'intéresse, c'est... les autres. Pour moi, c'était un sujet absolument effroyable. Par contre, pour le coup, j'avais déjà parlé à des gens dont des proches s'étaient suicidés. Et donc, qui portent en eux la culpabilité terrible
Une culpabilité qui n'a pas lieu d'être. Parce que quand quelqu'un décide de mourir, je ne crois qu'on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Mais le sentiment terrible de cette culpabilité, de la façon dont on se dit qu'on aurait dû agir autrement, peut-être dire d'autres mots, c'est le sujet finalement principal. Et cette douleur-là, elle va tenter d'être réparée par la beauté. Mais c'est vrai que c'est un livre qui, pour moi, quand je l'ai sorti, était très douloureux. Et beaucoup de mes lecteurs ont trouvé que c'était un livre extrêmement grave, difficile. Émotionnellement Émotionnellement difficile. Pas littérairement, c'est... Et à l'époque, il a eu moins de succès que les autres. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. J'ai tellement de chance. Je fais tout pour pas écrire le même livre. Après le succès mondial de La Délicatesse, tout le monde m'a dit maintenant tu écris La Délicatesse 2, 3. La Délicatesse 3. Au contraire, j'ai écrit un livre très difficile, écrit d'une manière très particulière, sur Charlotte. Donc je ne cherche pas à ce que tous mes lecteurs... J'essaie de toujours aller vers des livres différents. Et celui-ci était très douloureux et au début, les lecteurs ont été très surpris. Et pour moi, mon plus grand bonheur, c'est que 5 ans après, c'est le livre dont on me parle le plus. Et en France... Charlotte. En France, vers la beauté... j'ai énormément de jeunes lecteurs et lectrices qui viennent et qui lisent le livre. C'est devenu un phénomène pour les jeunes lecteurs. J'ai plusieurs filles d'ailleurs qui se sont fait tatouer vers la beauté. Alors bon, ça je trouve ça un peu trop, mais je vois les tatouages... Vers la beauté. Ouais. Ben alors, c'est peut-être le titre aussi. Non, c'est bien de se rappeler qu'on doit aller... J'étais triste parce que je trouve que c'est un très beau titre, Vers la beauté. Mais en Allemagne, on m'a dit on ne peut pas le traduire Vers la beauté. Parce que en allemand, si on fait Vers la beauté, on a l'impression qu'on est sur l'autoroute et qu'il y a une direction. Oui, absolument. Donc moi j'adore les histoires de traduction. J'en ai eu une très très drôle récemment. Mon dernier livre s'appelle donc Número 2. Oui. Et mon éditrice anglaise, elle m'a dit Monsieur Fuentinos, enfin David, on ne peut pas du tout traduire le livre Number 2. Impossible. Why? Ah, why? Et vous savez pourquoi? Qui sait pourquoi? Quelqu'un sait pourquoi? Number two. Voilà, yes, you know. Voilà, tu sais. What? She's the only one. C'est la seule qui sait. Pourquoi? Parce qu'en fait, en anglais, quand on dit number 2, oui. Il faut imaginer. Ah, number 2, yes. Voilà. Il faut savoir que number 1, c'est d'aller faire pipi. Oui, en espagnol aussi. Alors, en espagnol aussi. Number 2, on peut pas le traduire number 2, quoi. En espagnol aussi. Ah bah voilà. Mais j'adore les traductions. Ah non, mais oui. Et je trouve que vers la beauté en espagnol, hacia la belleza. C'est parfait. C'est absolument magique. C'est parfait, c'est magique. Ouais. C'est magique. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. 3 mots, comme en français, c'est parfait. Il y a un autre de mes livres en français qui s'appelle Le mystère Henri Pic. Et mon éditrice espagnole, je lui avais parlé d'un autre titre que j'avais imaginé à un moment donné. Et elle m'a dit, oh, il faut prendre ce titre. Et donc en espagnol, ça s'appelle La Biblioteca de los Libros Rechazados. Si. En français, ça s'appelle pas comme ça. Oui. Oui, voilà, ce livre-là. Merci, hein. Gracias. Et c'est un très bon titre en espagnol. J'aime bien. Ouais.
Ouais. Alors les gens m'ont dit, ah, ça me fait penser à Saphone. Le cimetière des livres. Ah oui, le cimetière des livres oubliés. Ouais, j'avais pas lu quoi. Moi non plus, encore. Mais Saphone, il a eu un problème avec une femme, et il faut pas le lire, faut plus le lire. C'est une blague, j'espère que c'est pas filmé là. C'est filmé? C'était une blague, hein, tout va bien. Hein. C'était une blague, oui. Ah bon? Alors, je voudrais parler, avant de parler de l'amour, parce qu'on va parler de l'amour. C'est bien ça? Oui. Ok. Je voudrais bien parler de votre caractère. Et j'aime tellement dans votre écriture les caractères masculins. Et alors ça, c'est drôle parce que je te coupe, ça me fait plaisir parce que très souvent, moi, on me parle beaucoup de la sensibilité féminine, de mes personnages féminins. Parce qu'il y a Charlotte, il y a Nathalie dans La délicatesse, il y a Camille, il y a beaucoup de personnages féminins dans mes livres. Mais ça me fait plaisir que tu dises ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnages masculins. Mais bien sûr, il y a beaucoup. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'éloigne vraiment des personnages masculins qu'on l'habitude de voir dans les romans écrits au siècle dernier et même maintenant par les hommes, que ce soit l'homme cassé et mystérieux. Ça, c'est le typique, non? Le classique. C'est ce qu'on voit à Hemingway, c'est ce qu'on voit à... Même... Non, mais Hemingway, il ne faut plus le lire non plus. Non, ça a vraiment mal comporté, comme on dit. Bon. Mais c'est l'homme mystérieux, cassé, qui erre dans le monde, personne ne le comprend. Ce sont les James Dean de la littérature, ces hommes mystérieux, dark. Ça, c'est le typique. Cortázar, tous les latino-américains, ils ont ce caractère, d'accord. Et les Français aussi. Okay. Vous savez ce que je parlais. Il y a l'autre homme, que c'est vraiment dans la littérature, qui est cassé aussi, toujours cassé, parce que sinon il n'y a pas un caractère, mais qui prétend qu'il rien n'arrive. Oui. Hein? Qu'il est comme ça. Mais vos hommes, ils ont une voix, une vision du monde et d'eux-mêmes, qui représente peut-être les hommes nouveaux ou plus encore les vrais hommes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? C'est ce que je pense. Ça, c'est votre fantasme à vous. Hein. Moi, je ne sais pas parce que j'ai écrit sur beaucoup d'hommes différents. Non, mais ils sont tous comme le ça. principal, effectivement, le plus connu, c'est Marcus dans La délicatesse. Oui, Marcus, Fritz. Qui est un Suédois dépressif. Antoine. Oui. Non. Non, mais c'est vrai c'est vrai que j'ai des personnages plutôt qui ont une sorte de fragilité. Ouais. C'est vrai. Plutôt des hommes. Mais bon. Alors, je ne sais pas quoi dire en fait à ça. Je ne sais pas quoi répondre. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ma place ou Non, mais alors, on peut aller un petit peu plus. Qu'est-ce que vous pensez que c'est l'avantage? Parce que pour moi, c'est le nouveau homme ou peut-être Non, mais j'ai compris. Non, mais ça, c'est certain que moi, j'ai pas écrit beaucoup avec des hommes, dans les stéréotypes qu'il pouvait y avoir avant. Je pense que je suis plus proche de l'homme contemporain. De l'homme contemporain. Moi, j'ai cette fragilité. J'ai une sensibilité féminine. Ouais. Ce qui m'empêche pas d'être extrêmement sexy et très viril. Il le dit, hein. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Je suis un papa tout le temps avec mes enfants. Je fais les courses, je fais le ménage, je fais le repassage. Et pourtant, voilà, je me sens très masculin. Mais en tout cas, c'est l'expression des fragilités. Et il y a des avantages d'être comme ça. Quels que sont les avantages de parce que moi j'aime bien aussi l'homme qui enfin bon bref, je vais dire des bêtises après, mais j'aime bien l'homme je sais pas, qui va être très précautionneux avec la femme, qui va être protecteur. Je crois que en fait on peut prendre le meilleur de toutes les époques. Alors vous êtes l'homme idéal? Oui, je suis l'homme idéal.
Oui, en fait, c'est une très bonne conclusion. Alors, c'est vrai que je suis à la fois un très grand écrivain, Ouais. un physique exceptionnel, Ouais. et de mieux en mieux, parce qu'adolescent, ça allait pas du tout. Hein. Je suis évidemment très riche. Voilà. Voilà. Sexuellement très compétent. Voilà. Voilà. Donc je pense que oui. Mais Mais trop d'idéal cache forcément un petit problème. qu'est-ce qui se cache? Ah bah ça, Ah non, non, il tu faut, le dis alors. il faut le découvrir. Ah non. Mais moi je me méfie de l'idéal. Il y avait un film de Woody Allen, c'était dans Stardust Memories. Woody Allen était face à deux femmes. Une très très belle, mais complètement folle. Et une autre femme, moins belle, mais géniale. C'est quoi le film? C'est dans Stardust Memories. Ah ok, yes. Et il dit, Yes, oui. et il faut faire une opération. Ouais, ouais. Il faut mettre le cerveau de l'une dans le corps de l'autre. Oui, 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 oui. Donc il fait l'opération et finalement il tombe amoureux de celle qui est moins belle et qui est devenue complètement folle. Donc tout ça pour dire que l'idéal, c'est pas forcément ce qui nous attire. Ouais. Absolument. C'est l'imperfection de l'humanité. C'est ce Bien que sûr. nous fait humains. Sinon, c'est quoi? Ouais, exactement. C'est une plante. C'est vrai. Une plante. Mais ça doit être sympa une plante. Le soir. Alors, on arrive au sujet de l'amour. Ah non mais on arrive au sujet de l'amour, mais on parle de ça depuis 1 heure. Oui? Non, oui, mais, Ok. mais c'est toujours de l'amour. C'est toujours l'amour qui est au centre de la vie. Mais pour moi, le sujet de l'amour n'existe pas. Ok. Parce que pour moi, c'est impossible. Pour moi, l'amour, c'est une création entre deux personnes en permanence. C'est un monde nouveau. Enfin, entre 2 ou 3 personnes parfois. Hein. Ce que je veux dire, c'est que il ne peut pas avoir de généralité. C'est la création. La création, c'est l'amour. C'est une œuvre inédite entre deux personnes. deux personnes. Moi, je n'aime pas trop parler de généralité. Non. Par exemple, on parle très souvent de l'usure du couple, avec le temps, au bout d'un moment, la difficulté comme ça d'avoir une relation. Mais je pense que chaque personne est capable, réagit différemment face à ça. Et c'est ça que nous faisons la littérature. Oui, exactement. C'est exactement ce que nous faisons. Mais tout à l'heure, tu parlais de la littérature, c'est réinventer quelque chose qui existe tout le temps. Et déjà, tu parlais tout à l'heure de Madame Bovary. Ouais. Mais Madame Bovary, si Flaubert était venu voir un éditeur en lui disant bon bah voilà, j'ai écrit un livre, c'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie avec son mari et qui prend un amant. L'éditeur aurait dit bah oui, mais alors oui, quoi, c'est classique. C'est classique, c'est une histoire banale qui s'arrive. Voilà. tous Ce qui compte, c'est la perception des choses. Ouais. Donc pour moi, chaque personne a une vision différente. Absolument. Donc pardon, c'était quoi ta question? Non, mais Oui. c'est parfait, c'est parfait. Non, moi, il y a une autre chose. Parce que moi, vous disiez dans un de votre roman, Oui. non, on a très peu de temps, alors D'accord. non, je vais aller à une autre chose, que pour moi c'est beaucoup plus intéressant. Oui. Et est-ce que vous pensez que la vie amoureuse à notre époque ait quelque chance de réussir? Eh ben, ça dépend de chacun, ça Oui, on peut non, pas. non, mais est-ce que la vie amoureuse Non, la vraie question est de savoir est-ce que la vie amoureuse est toujours au cœur des préoccupations de chacun. Et ça, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, la vie amoureuse, c'est vraiment un terrain de liberté, quoi. Un terrain de liberté. Oui. Mais Rendez-vous ce soir au Mascarade pour pouvoir évoquer oui,
ce sujet. Ce sujet. Non, mais Chili. moi, je crois pas du tout aux généralités. Vraiment. Souvent dans mes livres, je parle d'histoires précises. J'adore inventer des personnages, j'adore inventer des histoires. Ouais. Je trouve que voilà, chaque histoire a sa problématique. Et on ne peut pas répondre à ça parce que pour certaines personnes, la vie amoureuse, c'est le cœur de la vie et d'autres ont d'autres ambitions. Moi, je ne crois pas du tout... Moi, j'ai le sentiment que, en ce qui me concerne, que c'est une grande priorité, oui. Oui. Mais dans tout vous dites, c'est vrai, mais ouais. je suis complètement d'accord avec vous, et ce que vous disiez, c'est en même temps une généralité. Oui. Mais oui. Dans vos romans, tous les gens, tous les caractères, ils cherchent l'amour. Ah bon? Mais oui. Oui, mais dans la vie, non, tout le monde cherche l'amour. Mais oui, on tous cherche l'amour. Et c'est pour ça, parce que votre roman sent un miroir de très précis, très comme ça, très profond. Mais je trouve qu'il arrive jamais. Ah bon? J'ai pas tout lu. Oui. J'ai pas tout lu. Mais tout ce que je lis, que c'est beaucoup, parce que vous avez 16. Alors, j'ai pas lu tous les 16. D'accord. Mais il arrive pas du tout. Il n'arrive pas à trouver non, mais c'est déjà très bien. Stable. Vous avez déjà beaucoup lu, ça suffit. Hein. Non, je veux encore lire beaucoup plus. Je veux lire tout. Et il ne trouve pas cet amour qu'on peut stable, qu'on peut se sentir à l'abri du monde. Alors, mais je ne crois pas que la littérature enfin, je pense que surtout on raconte des histoires avec des choses qui sont improbables, qui sont parfois ratées. Oui, c'est ça. Oui. Je ne crois pas. On ne peut pas écrire de la perfection parce que c'est. Non, moi j'aime bien écrire des histoires qui vont vers la lumière, qui vont vers l'idée qu'on peut comprendre les choses. Mon dernier livre, numéro 2, ça parle beaucoup de la vertu de l'échec. Ça ne parle pas de la réussite, mais ça parle de l'idée qu'un échec peut être nécessaire à la compréhension des choses. C'est essayer de voir finalement le côté positif des choses qu'on peut rater. Et donc, si je ne parle pas d'épanouissement amoureux, si je ne parle pas de relations réussies, j'essaye plutôt de poser un regard bienveillant sur l'idée qu'on peut être très heureux en ayant raté certaines choses. Et d'ailleurs, je crois vraiment qu'il est nécessaire de rater des choses. Moi, je suis complètement d'accord. Mais il y a un autre aspect. Donc tant mieux si tout n'est pas réussi ou parfait. Tant mieux. Tant mieux. Sûr. Parce qu'on peut recommencer avec quelqu'un d'autre, toujours. Et c'est ça ce que je veux parler. Ça, c'est toi qui as dit ça. Hein. Non. Elle a dit on peut recommencer avec un autre. C'est ça ce que je veux parler. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez, vous, pas le David Fonkinos, vous, est-ce que c'est possible, cette forme d'amour qu'on parle, de stabilité, à l'abri du monde, comme ça, est-ce qu'elle est compatible avec ce que vous-même vous avez appelé dans de votre livre les battements du cœur ou les papillons? Et c'est peut-être l'instabilité et la distance, la passion, les difficultés est nécessaire pour ressentir les papillons? Mais encore une fois, Carla, je ne crois pas qu'on puisse faire de généralité. Oui, ok. C'est-à-dire qu'il y a des histoires d'amour qui marchent très très bien avec deux personnes qui ne se voient pas beaucoup. Et d'autres qui ont la nécessité de la fusion. Donc, moi, je crois surtout que c'est assez étonnant d'ailleurs parce que pour moi, j'ai le sentiment, peut-être parce que je suis un peu mystique, puisque tu me parles des battements du cœur, j'ai l'impression que... Vous parlez des battements du cœur. J'ai le sentiment que quand on tombe amoureux, c'est qu'on rencontre quelque chose qui existe déjà en nous. Oui. Et ça, moi, quand j'ai découvert l'œuvre de Charlotte Salomon, je l'écris dans mon livre Charlotte, ça. J'ai eu une sorte d'émotion
extrême, inédite. inédite. J'avais le sentiment que je rencontrais quelque chose qui était déjà en moi. Et c'est une œuvre qui me parlait intimement. Et je crois que dans toutes les relations affectives, c'est le corps qui parle. Le corps d'ailleurs qui est parfois contre la raison. C'est pas notre esprit. Moi j'ai senti comme ça quand j'ai découvert l'étoile de Charlotte Salomon que je l'attendais depuis toujours. Et c'est devenu une obsession pour moi, son œuvre, son travail, sa culture. Et j'ai passé des années à écrire sur elle. Et je crois beaucoup comme ça en l'idée que les choses existent avant qu'on les voit. J'adore cette idée-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fascinait aussi dans l'histoire de John Lennon. Oui. Je trouve qu'il y a quelque chose de totalement fou et mystique dans l'histoire entre John Lennon et Yoko Ono. Il dit lui-même qu'il l'avait dessinée avant qu'elle apparaisse dans sa vie. Donc j'ai le sentiment que l'amour, parfois, a comme une sorte de train d'avance sur notre réel. C'est le sentiment que j'ai parfois. C'est beau. Oh bah merci, muchas gracias.